Je pense que c'est la principale inquiétude en ce moment, parce qu'un responsable ou une source israélienne a déclaré à CNN que les États-Unis envisagent sérieusement de lever les sanctions contre l'Iran et qu'Israël s'en préoccupe. On n'a pas le choix. J'adore ça. Ils sont vraiment inquiets. C'est l'une des conditions qu'a posée l'Iran pour mettre fin au conflit. L'Iran ne va pas s'en aller tant que les sanctions resteront en place. Ça n'arrivera pas. Et souvenez-vous, ce n'est pas comme si, vous savez, Scott Ritter était assis à son petit bureau en disant « sanctionnez-les, sanctionnez-les », sans qu'il y ait de conséquences pour l'Amérique. L'Iran tient le monde à la gorge, il est en train de l'étouffer. Donc les États-Unis ne peuvent pas juste rester là à dire « bon, on va attendre un peu ». Il faut prendre une décision, et il faut la prendre vite. Et donc, vous voyez, c'est là que je pense que l'Iran a... J'adore ce mème qu'ils ont publié. Donald Trump. Vous savez, l'Amérique pense qu'elle a toutes les cartes en main. Alors les Iraniens ont montré à Donald Trump une poignée de cartes, mais c'était des cartes Uno, où avoir les cartes, c'est justement une mauvaise chose. Et les Iraniens, eux, sont assis là, avec une petite main, mais toutes les bonnes cartes, en disant « Eh oui ». Mais c'est la réalité. Les Iraniens ont l'avantage cette fois. On a prouvé qu'Opération Liberté ne servait à rien. Vous vous rendez compte à quel point c'est humiliant. On est parti en guerre contre nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a paniqué. Ça veut dire qu'on n'a plus d'influence, qu'on n'a plus la capacité de projeter notre puissance là-bas. Le bouclier rouge, blanc et bleu qu'on a prétendu mettre au-dessus du détroit d'Ormuz, c'était une fiction. Comme tout le reste de ce qu'on fait d'ailleurs. Donc, les États-Unis vont lever les sanctions. Et je pense que c'est l'un des points que les Russes leur répètent, que les Chinois leur répètent aussi. Il ne peut pas y avoir de paix sans la levée des sanctions. Maintenant, les États-Unis vont... Enfin, on joue toujours à des jeux stupides. On va dire, par exemple, qu'il y a certaines sanctions qui restent en place parce qu'elles sont liées au terrorisme. Et si l'Iran continue de soutenir le Hezbollah et les Houthis, alors il soutient des organisations terroristes. Et donc, ces sanctions restent en vigueur. C'est une déclaration audacieuse à faire quand on est en train d'étouffer. Alors, on verra combien de temps ça va durer. J'ai le sentiment que les Russes et les Chinois disent non. Il faut que ce soit global, que toutes les lois, toutes les sanctions, ce sera difficile pour les États-Unis. Mais au minimum, toutes les sanctions internationales, celles des Nations Unies, doivent être levées. Et les États-Unis doivent aussi lever les sanctions liées au programme nucléaire, aux missiles balistiques et à la question du terrorisme. Il faut l'accord du Congrès pour ça. Et donc, on a un vrai problème en ce moment, parce que beaucoup de républicains ne sont pas vraiment enclins à soutenir, vous savez, la levée totale des sanctions. Et même si c'était le cas, tu sais, les démocrates pourraient faire traîner cette affaire jusqu'en novembre. Et là, on serait dans une autre réalité. C'est pour ça, je pense, que l'Iran risque d'être frustré. Parce qu'il y a des réalités politiques en jeu qui ne permettent pas une levée totale des sanctions, même si ce serait parfaitement justifié. Il faut rester lucide. Mais le plus important, c'est la levée des sanctions internationales. La Chine a déjà montré que les sanctions secondaires américaines n'effraient plus personne. En gros, ils leur ont dit d'aller se faire voir. Si vous nous sanctionnez, on vous sanctionne en retour. C'est une guerre économique totale et vous ne pouvez pas la gagner. C'est la vérité. Alors l'Iran, vous savez, je pense que son avenir passe par la levée des sanctions internationales, puis par une intégration profonde à l'Organisation de coopération de Shanghai, au groupe des BRICS, en s'y accrochant si fort que les États-Unis ne pourront jamais les en détacher, quelle que soit leur législation intérieure.
Et les Russes comme les Chinois ne permettront plus jamais au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer des sanctions obligatoires. Voyez, je pense que c'est ça, l'avenir de l'Iran. Et c'est un bon avenir d'ailleurs. Vous et moi, on en a déjà parlé. Oui, je pense vraiment que c'est l'avenir de l'Iran. Je pense que l'avenir, ce n'est pas la militance, ce n'est pas l'agressivité. L'avenir, c'est un virage décisif vers l'Est. Maintenant, votre président va devoir arrêter d'être amoureux de l'Occident, votre ministre des Affaires étrangères aussi, et beaucoup d'Iraniens vont devoir cesser d'être fascinés par l'Occident. Je ne dis pas qu'il faut nous détester, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Surtout tant que l'Europe reste ce qu'elle est et que les États-Unis restent ce qu'ils sont. C'est une illusion de croire qu'à court terme, les États-Unis accepteraient de commercer avec l'Iran sur une base équitable. Vous ne pouvez pas nous faire confiance. Nous sommes des menteurs. On ment sur tout. Et l'Europe, c'est pareil, ce sont des menteurs dysfonctionnels. Ceux qui ont été francs et honnêtes avec les Iraniens au fil du temps, surtout récemment, ce sont les Russes et les Chinois. Et je reste constamment stupéfait qu'il y ait encore en Iran un courant qui pense autrement. Je le comprends parce qu'il y a une importante diaspora iranienne ici en Occident, avec beaucoup de liens dans les deux sens. Mais à un moment donné, vous savez, même la diaspora iranienne doit reconnaître que si on aime vraiment l'Iran, la solution ne peut pas venir d'une imposition de l'Occident. La vraie solution, c'est que l'Iran s'oriente vers l'avenir économique mondial qui se trouve en Asie. Scott, est-ce que tu vois une sorte de fausse opération, un coup monté pour tout saboter? Parce qu'on a eu Naftali Bennett, il y a 2 jours, qui disait que si les États-Unis quittent la région, ça provoquerait un nouveau 11 septembre aux États-Unis. Non, je ne vois pas ça. Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, il y aura peut-être une tentative, mais l'idée que ça puisse relancer un échec déjà consommé. Franchement, je sais bien que les États-Unis sont devenus fous. Vous savez, Albert Einstein a dit un jour, ou du moins on lui attribue cette phrase, que la folie, c'est de refaire sans cesse la même chose en espérant un résultat différent. On a eu le 11 septembre, qui nous a entraînés dans 20 ans de guerre mondiale contre le terrorisme, qu'on a perdu. Perdu, tout simplement. Oui, on a tué un diabétique de 57 ans. Bravo, SEAL Team 6. Vous êtes trop forts. Vous déchirez, les gars. Et on a fait pendre Saddam Hussein, alors qu'il n'avait strictement rien à voir avec le 11 septembre. Et pourtant, on a été humiliés en août 2021 avec le retrait final d'Afghanistan. Alors, l'idée qu'aujourd'hui, après avoir perdu une guerre contre l'Iran, on puisse être à nouveau aspiré dans un conflit à cause d'une attaque sous faux drapeau. Moi, j'y crois pas. Je ne vois personne tomber dans ce piège. Comment vois-tu, Scott, l'avenir de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Israël et de ce qu'Israël attend des États-Unis? On sait bien qu'avec ces guerres sans fin, ils veulent littéralement que les États-Unis mènent toutes les guerres du Moyen-Orient et de la région à leur place. Et j'ai l'impression que Donald Trump représente en quelque sorte le sommet de ce qui pouvait arriver. Les choses ne seront plus comme avant. Comme on l'a vu pendant l'administration Trump, à mesure que le temps passe aux États-Unis. Donald Trump, c'est un animal politique. Et son jeu, c'est la survie. Il avait besoin de Miriam Adelson pour être élu. Alors il a accepté son pot de vin de 200 millions de dollars et il a rempli son équipe avec tous les gens que Miriam Adelson appréciait, surtout Marco Rubio, qu'elle voulait voir secrétaire d'État. En réalité, elle voulait qu'il soit vice-président. Et cette équipe, cette espèce d'équipe dorée de sionistes, a humilié Donald Trump.
humilié, et c'est un homme aussi vindicatif qu'on peut l'être. Si son héritage politique est en jeu, et que la menace qui peut le détruire vient justement de cette entreprise sioniste qu'il a lui-même renforcée avec l'argent de Myriam Adelson, il la lâchera sans hésiter une seconde. Il n'y a aucune loyauté chez Donald Trump. Aucune. Il n'a aucune obligation envers qui que ce soit. Tout tourne autour du pouvoir. Et je pense que vous verrez qu'il va se détacher des sionistes aussi vite que possible. I think you'll see that he's going to divorce himself from the Zionists as quick as possible, and anybody who peeps gets fired. Et que personne n'aille fouiner, sinon il sera viré. Vous savez, des têtes vont tomber à cause de cette guerre. Les gens doivent bien comprendre ça. Et ce ne sera pas celle de Donald Trump. Il va emporter Pete Hegseth avec lui, un homme déjà condamné. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver bientôt, parce que cet homme est tout simplement une honte. Vous avez vu son témoignage devant le Congrès des États-Unis. Ce type était surexcité, comme s'il tournait à une sorte de substitut de cocaïne boosté à la testostérone. Comment ose-t-il parler au Sénat américain de cette façon? J'aurais aimé être sénateur, parce que je me serais levé de mon siège pour lui coller un coup de poing là, devant le monde entier. J'irais en prison pour ça sans hésiter, parce que c'est une honte, ce secrétaire à la guerre. Pourquoi? Vous voyez, il n'en a pas le droit. Il travaille pour le peuple américain, et il est là à défendre avec arrogance des actes illégaux. Et vous savez, il n'est pas intelligent. Pas du tout. Donc sa tête va tomber. Je pense que Donald Trump va s'en débarrasser aussi vite que possible. Ce sera l'échec de Pete Hegseth. Marco Rubio, c'est un cas plus compliqué, vous voyez, parce qu'il cumule les rôles de conseiller à la sécurité nationale et de secrétaire d'État. Il serait peut-être temps de retirer à Rubio la partie sécurité nationale, de faire venir quelqu'un de nouveau et de le laisser uniquement secrétaire d'État. Parce que selon moi, ce cumul a aussi contribué à nous entraîner dans cette guerre. Et puis, Scott Bessent, encore une fois, c'est un homme qui a provoqué une véritable catastrophe économique. Il a aussi isolé les États-Unis vis-à-vis de la Chine. On verra bien si Trump finit par avoir cette rencontre avec Xi Jinping. Je ne pense pas que Bessent sorte de cette réunion en très bonne posture. À mon avis, c'est une humiliation pour les États-Unis. Il nuit à l'héritage de Donald Trump. Et il se pourrait bien qu'il finisse par en payer le prix, lui aussi. Et maintenant, tout à coup, on se retrouve dans une sorte de zone sans sioniste. Vous avez créé un vide, un espace sans influence sioniste. Et si vous le remplissez avec les bonnes personnes, vous n'agissez plus au service d'Israël. Je pense que c'est la direction qu'on prend. Donald Trump est un animal politique. Aujourd'hui, 60% des Américains considèrent qu'Israël, c'est du mauvais karma. 59% pensent la même chose de Netanyahou. Ce sont des chiffres sans précédent. Et ça va faire qu'empirer. Vous savez, le peuple américain, malheureusement, on n'a pas vraiment de boussole morale. Je pensais que oui, mais non. Parce qu'on a laissé cette guerre illégale d'agression se produire. Vous savez, les gens ne sont pas contre la guerre en Iran parce que c'était une mauvaise chose à faire ou parce que c'était contraire à la loi. Ils sont contre parce qu'on a perdu et qu'ils en payent le prix à la pompe. Bill Clinton le savait très bien. C'est pour ça que dans sa salle de campagne en 1992, il y avait ce slogan « C'est l'économie, idiot ». Ou peut-être en 4-21, enfin 4-22 je crois. Faut se souvenir du cycle électoral. Mais c'est ça qui réveille l'Amérique. On n'a pas de boussole morale. On comprend juste quand ça nous fait mal au portefeuille. En ce moment, Israël nous serre la ceinture, financièrement parlant. Alors, au revoir Israël. Et je pense que c'est ce qu'on va voir. On va assister à un découplage entre les États-Unis et Israël. Je ne vois pas comment cette situation peut durer, parce qu'au fond, la vraie question, c'est à quelle vitesse Israël va s'effondrer.
Je pense vraiment qu'Israël va traverser de très grandes difficultés économiques et pas dans un futur très lointain. Ce sera tellement grave que ça entraînera une dépopulation. Et à mesure que les gens quitteront Israël pour retourner là d'où ils viennent, qui n'est pas Israël, il deviendra presque impossible, démographiquement, de maintenir l'idée d'une patrie juive. Donc voilà, c'est à mon avis la direction que prend la situation avec Israël. Scott, on a eu deux administrations. Celle de Biden, qui a poussé la Russie à réagir d'une manière ou d'une autre, a déclenché une nouvelle guerre dans le cas de l'Ukraine. Et encore avant, celle de Trump, qui a fait la même chose avec l'Iran. Parce qu'on sait d'ailleurs que ces deux pays ont vraiment essayé. La Russie, en décembre 2021, faisait tout pour négocier avec les États-Unis et l'OTAN. Et on a eu la même situation avec l'Iran. Ils négociaient à deux reprises, pendant que les États-Unis, d'une certaine façon, se préparaient en coulisses à attaquer, à lancer une attaque surprise. Ces deux pays ont été forcés d'adopter les positions dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Alors, est-ce que la même chose va se produire avec la Chine? Parce qu'on a déjà eu une sorte de guerre commerciale avec des tarifs douaniers. Mais sur le plan militaire, est-ce que ça va se reproduire? Nous n'avons plus de puissance militaire. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'on a, au juste? On avait une théorie, celle selon laquelle nous étions la marine hauturière la plus puissante du monde. On avait aussi cette idée que nos porte-avions pouvaient projeter la force d'une manière capable d'intimider la Chine, ou que l'aviation américaine pouvait en faire autant. Ce que les Chinois savent maintenant, c'est que la marine américaine est un tigre de papier. Elle serait coulée avant même d'approcher les côtes chinoises, et les États-Unis ne pourraient rien faire pour l'en empêcher. Ils savent aussi que le bouclier de défense aérienne actuellement déployé au-dessus de Taïwan ne fonctionnera pas. Qu'il leur suffit de reprendre la stratégie iranienne. Saturer le ciel de drones dès le premier jour. Et les Chinois ont des quantités de drones. Ils n'auraient qu'à attendre l'épuisement des défenses, puis frapper avec leurs missiles balistiques sophistiqués. Et en 3 jours, Taïwan serait détruite. C'est la réalité aujourd'hui. Les États-Unis ne vont pas intimider militairement la Chine. L'autre réalité, c'est que la Chine peut désormais bloquer la mer de Chine méridionale et étouffer le Japon et la Corée du Sud quand elle le veut. Ce n'est plus une capacité théorique. On sait maintenant que les États-Unis n'ont absolument aucun moyen d'attaquer ou de reprendre le contrôle de cette zone à la Chine. On sait aussi que la Chine peut utiliser des intermédiaires pour fermer le détroit de Malacca, peut-être des alliés indonésiens. Un autre point d'étranglement. On assiste littéralement à la fin d'un empire, l'Empire américain. Cet empire reposait sur la maîtrise des mers, sur notre marine hauturière. On contrôlait tout, on était partout. Aujourd'hui, on ne contrôle plus rien, et on vient de le démontrer. C'est pour ça que cette opération Freedom Defeat est si importante. Elle prouve que les États-Unis sont aussi impuissants que le jour est long. Donc je ne pense pas qu'on parle de la même chose. Et maintenant, revenons à la Russie. Vous savez, ce qu'il faut comprendre à propos de la Russie, c'est que Vladimir Poutine joue, à mon avis, une partie brillante, qui en réalité découle d'une erreur. Son erreur, ce n'était pas d'être entré en Ukraine. L'opération militaire spéciale, il n'avait pas le choix. On ne lui en a pas laissé. L'erreur, c'était de croire que l'Ukraine était capable de respecter un accord. Parce que tout le principe de cette opération, c'était de pousser l'Ukraine à venir rapidement à la table des négociations. Ce n'était pas de prendre Kiev, ni de faire tout le reste. C'était de mettre la pression sur l'Ukraine pour obtenir un règlement négocié. Et on l'a vu tout de suite après le début du conflit. Ils ont commencé à négocier à Gomel, en Biélorussie. Après 3 ou 4 séries de négociations là-bas, ils sont partis en Turquie. Et en 1 mois à peu près,
ils avaient trouvé un accord. Oui. Et ça aurait pu être la fin. Ça aurait été une grande victoire pour la Russie, obtenir l'accord qu'elle voulait. Mais l'OTAN, les États-Unis et l'Ukraine se sont révélés incapables de conclure un accord. Alors la guerre s'est intensifiée et la Russie a dû gérer cette escalade. Les gens oublient que, quand ils ont lancé l'opération militaire spéciale, les Russes ne s'attendaient pas à un conflit de longue durée. Donc, quand on parle d'un plan économique pour faire face aux sanctions, oui, ils en avaient un, mais Poutine n'était pas sûr que ce plan fonctionnerait. Les gens demandaient pourquoi il n'a pas mobilisé plus tôt. Eh bien, franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne savait pas si votre économie allait traverser non seulement une récession, mais peut-être même une dépression à cause des sanctions. On parlait d'une contraction de, 20% de l'économie russe. Finalement, ça s'est limité à un seul chiffre. Et ensuite, la Russie s'est rapidement remise à croître. Mais Poutine a géré la situation. S'il était intervenu brutalement, la Chine se serait peut-être retrouvée dans une position politique un peu plus compliquée pour le soutenir. Poutine devait jouer une partie fondée sur l'idée que ce n'était pas une guerre, mais une opération militaire spéciale, justifiée par la légitimité invoquée à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, au titre de la défense collective, préventive, toutes des notions juridiquement recevables. Les Russes ont la loi de leur côté, même si l'Occident n'aime pas le reconnaître. Mais il a dû gérer tout ça. Il a dû faire face ensuite à un tournant majeur quand les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, au lieu d'admettre que la Russie avait vaincu les Ukrainiens et de pousser vers une issue par un traité de paix, ont fait le choix inverse. Ils ont relancé un programme de pré-bail et ont commencé à injecter des dizaines, puis des centaines de milliards de dollars d'aide militaire. Et la Russie s'est retrouvée engagée dans un conflit par procuration avec l'Occident collectif. Alors, comment gérer une situation pareille? La première chose que la Russie a dû faire, c'est sécuriser sa base stratégique. Vous savez, il y a toujours des gens pour dire que la Russie aurait dû faire ci, ou ça, ou autre chose. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que ce que la Russie devait faire, c'était d'agrandir son armée, de passer d'environ 900 000 à 1 600 000 soldats pour pouvoir gérer les autres fronts pendant qu'elle réduisait les ressources consacrées à l'opération militaire spéciale. Donc, ils ont reconstruit leur armée, ce qui veut dire qu'ils ont dû relancer leur industrie de défense. Ils ne se contentent pas de mener la guerre. Non, ils sont en train d'équiper des centaines de milliers de soldats nouvellement mobilisés, de créer de nouvelles formations militaires. Et ils l'ont fait. C'est passé inaperçu en Occident, mais ils l'ont bel et bien fait. Et maintenant, ils vont encore plus loin. Je crois qu'ils visent environ 2 200 000 hommes, une expansion encore plus grande. Pourquoi? Parce que si vous voulez affronter l'Occident, il faut en avoir la capacité. Mais ils ne veulent pas affronter l'Occident. Ils ont tout fait pour éviter ça. Je pense qu'ils se préparent à affronter l'Occident. C'est une erreur fatale, parce qu'à mesure que la Russie s'est renforcée, l'Europe, elle, s'est affaiblie. Les Allemands en sont un bon exemple. 111 milliards d'euros ont été alloués à la défense, à la remise à niveau de l'armée. Et pourtant, les Allemands ne savent même pas où cet argent est passé. Il s'est perdu dans un gouffre financier. Et aujourd'hui, l'armée allemande est plus faible qu'avant d'avoir reçu ces fonds. C'est incroyable à quel point les Allemands sont faibles. Les Français sont faibles aussi. Toute l'Europe est faible. Ils n'ont aucune capacité militaire réelle. Et malgré ça, ils font comme s'ils pouvaient montrer les muscles, en partant du principe que l'Amérique sera toujours là pour les soutenir. Eh bien, tout ça, c'est fini, grâce à l'Iran. Donc maintenant, les États-Unis se retrouvent dans une position où au mieux, ils restent neutres vis-à-vis de l'Europe et au pire, ils lui tournent le dos.
Et ça, au moment même où l'Europe continue de jouer le jeu de l'escalade. On voit le Royaume-Uni et l'Allemagne fabriquer des drones pour le compte de l'Ukraine et les lui remettre pour qu'elle puisse frapper des cibles au cœur de la profondeur stratégique russe. On voit aussi la Pologne et les pays baltes offrir un corridor à travers leur territoire pour que ces drones puissent atteindre Saint-Pétersbourg. Et la même chose se produit avec des drones qui transitent par le Kazakhstan pour pénétrer dans la profondeur stratégique de la Russie. Et là, leur frappe commence vraiment à avoir un impact sur le secteur énergétique russe. Je veux dire un impact stratégique sur ce secteur. C'est intenable. Du coup, la Russie va être obligée d'agir. Et quand elle le fera, ce sera une action décisive. Elle ne laissera pas à l'Europe le temps de répondre, d'escalader à son tour. Ils frapperont fort. Et je pense que la première chose qu'ils feront, ce sera de prendre Kiev. C'est sans précédent. L'armée russe a déjà dit d'évacuer la ville. Vous vous souvenez, quand les Russes ont présenté le missile Yas, ils ont dit, vous savez, que ce missile était terrible. Si on l'utilise, ce sera l'équivalent d'une arme nucléaire, vu l'ampleur des destructions que ça provoquerait. Mais les Russes ont dit, vous savez, qu'ils préviendraient évidemment les populations civiles à l'avance. Et ils ne l'ont jamais fait, parce qu'ils ne s'en sont jamais servis. Le ministère de la Défense est intervenu. Ils n'ont pas dit « réfléchissez-y ». Ils ont dit « évacuez ». Évacuez, sans aucune option. Tous les civils doivent partir. Tout le personnel diplomatique doit partir. Parce que si les Ukrainiens nous attaquent, on va raser Kiev avec des missiles balistiques. Je pense qu'on va découvrir que la Russie dispose d'autres missiles que les Iskander et que ce sera absolument dévastateur pour l'Ukraine. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Sur le champ de bataille, vous savez, les Ukrainiens, les gens ne se rendent pas compte de la façon dont tout ça se passe. Les Ukrainiens, aujourd'hui, concentrent presque entièrement leur armée, leur mobilisation, sur la création d'unités de drones. Ils veulent même intégrer des femmes dans ces unités de drones et tout ce qui va avec. Alors d'où viennent leurs drones, ces drones à vue à la première personne? Eh bien, ils les fabriquent chez eux maintenant, mais pas dans de grandes usines. Ce que les Ukrainiens ont fait, c'est qu'ils ont pris les composants et ce sont les ménagères qui assemblent les pièces. Ils ont donc réparti la fabrication des drones dans toute l'infrastructure civile. Et grâce à ça, ils sont capables de produire des dizaines de milliers de drones par jour. Résultat, ces nouvelles unités de drones arrivent sur le terrain et elles ont comme fallit la réalité du champ de bataille. La Russie continue d'avancer, mais plus lentement. Il y a ce qu'on appelle la guerre de manœuvre. Or, avec autant de drones, on ne manœuvre plus vraiment. Maintenant, la Russie a trouvé une parade. Ils ont créé une unité appelée Rubicon. Et Rubicon, au départ, c'était environ 5000 hommes. Mais aujourd'hui, ils sont peut-être 15 000, spécialisés dans la lutte anti-drone. Alors, quand les Ukrainiens essayent de déployer leur nouvelle capacité de drone sur le champ de bataille pour changer la donne, Rubicon arrive, élimine tout le monde et finit par les repousser. Mais entre-temps, ils ont rendu la vie infernale aux soldats russes. Les Russes ne peuvent plus avoir autant de capacités de manœuvre en première ligne parce que les drones la détruisent. Du coup, ils sont obligés d'étirer leur ligne. Il ne reste qu'une poignée d'hommes en première ligne, capables de se cacher et d'échapper à ces drones. Mais ça crée des occasions pour les Ukrainiens de contre-attaquer. Et donc, ils contre-attaquent. Ils reprennent un peu de territoire, un territoire que les Russes avaient prévu de laisser prendre. Les Russes ont intégré ça dans leur plan. Ensuite, ils font venir Rubicon et leurs propres forces de manœuvre, ils repoussent les Ukrainiens et tuent beaucoup de monde. Mais ça a créé une dynamique différente. En Occident, certains disent « Ah, les Ukrainiens ont réussi à bloquer les Russes ». Non, ce n'est pas vrai, parce qu'ils perdent des hommes à un rythme intenable. Mais bon,
Voilà où on en est. Les Russes comprennent maintenant, encore une fois, que l'une des choses que Vladimir Poutine a toujours voulu éviter, c'est de subir trop de pertes. Mais je pense que les Russes vont reconnaître que dès l'instant où on décapite la direction ukrainienne, il faut aller jusqu'au bout et frapper fort sur le champ de bataille. Et je pense qu'on va assister à une offensive décisive, du genre qu'on n'a pas encore vu, parce que les Russes seront prêts à encaisser les pertes pour percer la zone des drones, puis éliminer tout le monde. Donc, à mon avis, on se dirige vers un été très décisif, l'été 2026. Et les États-Unis vont laisser faire, parce qu'ils tiennent Zelensky pour responsable de l'impasse actuelle. Les États-Unis sont aussi amers vis-à-vis de l'Europe, de la façon dont elle a soutenu la guerre et empêché la paix d'avancer. Je pense donc qu'on est dans une situation où les États-Unis vont reconnaître que l'Europe s'est impliquée dans ce conflit à un niveau injustifiable et que la Russie a, selon eux, tout à fait le droit de se défendre. Et les États-Unis vont offrir à la Russie une fenêtre d'opportunité pour infliger un maximum de dégâts et mettre fin à ce conflit. Ce ne seront pas les États-Unis, main dans la main avec l'Europe, qui chercheront un accord plaçant la Russie en difficulté. Ce sera la défaite stratégique de l'Europe, de l'Ukraine et des États-Unis qui resteront en retrait en disant « Vous l'avez bien cherché ». La guerre doit se terminer selon des conditions acceptables pour la Russie. Et en échange, la Russie contribuera à mettre fin au conflit avec l'Iran. Je pense que la Russie jouera un rôle très important, à la fois sur le plan nucléaire et sur le plan financier, notamment pour la levée des sanctions. Parce que la Russie offrira à l'Iran des incitations à ne pas exiger, vous savez, que les États-Unis réécrivent leur code juridique. Parce que ça n'arrivera pas. Mais dites-moi, à la fin de la guerre en Ukraine, est-ce qu'ils vont garder Odessa ou est-ce qu'ils vont la perdre, les Ukrainiens? Parce que c'est vraiment important. C'est difficile, parce que émotionnellement, je pense que les Russes ont gagné Odessa sur le plan émotionnel. Stratégiquement, ça dépend. Ça dépend de ce qui va se passer. Écoutez, on le saura dans quelques jours. On le saura autour du 10 ou du 11 mai, si l'Ukraine existe encore comme un État-nation moderne. Comme je l'ai dit, je prie pour qu'ils attaquent la Russie le 9 mai. Je prie pour que ça arrive, parce que ça réglerait tout. Parce que je pense qu'en Europe, beaucoup croient que la Russie bluffe. Moi, je ne pense pas que la Russie bluffe. Et je pense que ce sera la fin de Zelensky, la fin du gouvernement ukrainien. L'attaque sera tellement dévastatrice qu'elle brisera la volonté de l'Ukraine de se battre. Et quand ça arrivera, on verra un effondrement sur le front. Et si la Russie a vraiment constitué les réserves que certains évoquent, elle pourrait profiter de cet effondrement, avancer et régler cette question d'Odessa. On peut régler la question d'Odessa, non pas en prenant la ville, mais en l'encerclant, en la coupant du reste. Et puis, dans le cadre d'un accord de paix, la Russie pourrait se voir attribuer la ville. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment tout ça va se dérouler, parce que c'est un problème lourd de conséquences politiques. Tout dépendra du succès de la Russie dans cette éventuelle offensive. Mais bon, vous savez, je dis ami, je suis en bon terme. On peut dire ami avec Andrei Yanitsky. J'aime bien ce type, et je crois qu'il m'aime bien aussi, donc on peut dire qu'on est amis. Sergei Karaganov, on s'est rencontrés, on a discuté, je le respecte. Je ne sais pas si je suis son ami, je ne pense pas encore faire partie de son cercle de confiance, mais je l'écoute, et c'est quelqu'un d'influent. Ces gens ont toujours eu une position assez dure, mais cette fermeté a toujours été tempérée par la réalité politique. Je pense cependant qu'on reconnaît de plus en plus que cette réalité politique a changé.
On ne peut plus parler des relations entre la Russie et l'Europe en se basant sur des données vieilles de 2 ans. Et c'est ce que tout le monde faisait, moi y compris. Je parlais des relations entre la Russie, l'Europe et l'OTAN en prenant 2022 comme référence. Mais la situation a évolué sur le plan stratégique. Les dégâts causés à l'économie russe par les frappes de drones ukrainiens à longue portée ont, d'une certaine manière, libéré le Pentagone. Parce que, encore une fois, beaucoup de décisions ne sont pas prises tant qu'il existe des alternatives. Or, du moins en théorie, il n'y en a plus maintenant pour que cela continue. Nous allons, vous savez, infliger à la Russie des dommages graves, potentiellement mortels. Donc, la Russie n'a pas le choix, et Karaganov parle justement de ça. Honnêtement, je pense qu'on va assister très bientôt à une action très décisive. La Russie s'y prépare depuis un moment, et quand ça arrivera, tout le monde sera complètement sidéré. Ce qui va se passer à Kiev sera choquant. Ce qui va se passer sur certaines cibles européennes le sera aussi. Petit conseil, si vous fabriquez des pièces de drone pour le Flamingo 5, il vaudrait peut-être mieux ne plus jamais aller travailler, parce que cette usine va probablement disparaître. Que cette usine soit au Royaume-Uni, au Danemark ou en Allemagne, elle va être détruite, comme il se doit. Et ensuite, la Russie mettra l'Europe au défi de réagir. Et la Russie, croyez-moi, si elle prend cette décision, alors elle est prête à passer à l'étape suivante. L'Europe, elle, ne l'est pas. Je ne pense pas que l'Europe soit prête à commettre un suicide nucléaire. Mais quand on confronte la Russie à des crises d'une ampleur existentielle, la Russie réagit en conséquence. Et c'est là toute la stupidité de ce que font les Ukrainiens, avec leurs alliés britanniques et allemands. Ils ne reconnaissent pas la réalité de la défaite inévitable de l'Ukraine, et ils essaient de créer une situation qui leur donne des points de propagande temporaires. Nous faisons mal aux Russes. Oui, c'est vrai. Et maintenant, vous allez découvrir ce qui se passe quand on fait mal aux Russes. Et ce sera fatal pour l'Ukraine. Je ne suis pas mécontent de ça. Je suis désolé pour le peuple ukrainien. Mais bon, ça fait plus de 4 ans qu'on est dans une guerre où, vous savez, vous êtes dirigé par les nervis nazis ukrainiens de Bandera et vous ne faites rien. Vous regardez vos hommes se faire embarquer et vous ne réagissez pas. Vous n'avez pas le courage de vous lever et de prendre les choses en main. Vous avez perdu le droit d'exister comme un État-nation moderne. Et donc, la Russie mettra fin à l'Ukraine. Moi, je crois personnellement que c'est ce qui va se passer. Ce sera la guerre que la Russie aura menée jusqu'au bout. Peut-être que je suis trop sensible à ce sujet, mais tout le monde me dit « Scott, tu avais dit que la guerre serait finie en une semaine. » Ça aurait pu être le cas. Si la Russie était entrée en guerre, c'est ça que tout le monde oublie. La Russie n'est pas entrée en guerre. Moi, je pensais qu'elle allait le faire. Vous pensiez qu'elle allait le faire? Qu'elle allait le faire, vous aussi? Je crois que la plupart des gens le pensaient. Quand ils ont traversé, on s'est dit, ça fait beaucoup de chars. La Russie part en guerre. Mais non. C'était une opération militaire spéciale. Et ça nous a déconcertés parce qu'on n'avait jamais entendu ce terme avant. J'étudie l'art militaire russe depuis toujours et je ne savais pas ce qu'était une opération militaire spéciale. Je l'ai découvert. Et là, on comprend le génie de ce que les Russes essayent de faire en cherchant à aller à la table des négociations. Et on se rend compte que ça marchait. Donc leur plan a fonctionné. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est que l'Occident est incapable de tenir un accord et que l'Occident cherchait la disparition définitive de la Russie. Vous aviez, souvenez-vous, Lloyd Austin qui disait « Nous voulons détruire la Russie ». Biden tuait Poutine. Et il a fallu du temps à la Russie. Enfin, ces déclarations datent de l'été 2022. Il lui a fallu 4 ans pour vraiment comprendre que ces menaces étaient sérieuses. Et c'est ça, l'objectif ultime de l'Europe, tuer la Russie. Alors maintenant que vous avez dit à la Russie que vous vouliez la tuer,
Ne soyez pas surpris si la Russie vous tue la première. Et je pense que c'est la direction que nous prenons. And I think that's the direction we're heading. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Thank you. And Merci. if I could just, make a- Et si je peux juste faire une petite remarque, allez-y. You know, as I said, a lot of analysis that's going on today about Russia is founded in data that's more than Ces données datent de plus de 2 ans. Vous savez, en 2023 et 2024, j'ai fait plusieurs voyages très sérieux en Russie, où j'ai visité 16 villes. Je ne me suis pas contenté d'aller à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Je suis allé partout, y compris dans la zone de l'opération militaire spéciale. Et là, j'ai pu interviewer 3 des 5 gouverneurs impliqués, rencontrer des responsables militaires, parler avec les gens. Tout ça a vraiment façonné ma perception de la réalité russe. Oui, j'y suis retourné 4 fois depuis, mais ces voyages se sont limités à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et là-bas, on finit par se retrouver enfermé dans la bulle politique de ces 2 villes. Il est temps d'y retourner et de mettre à jour la base de données. It's time to go and refresh the database. And I will be going back to Russia for a significant Et je vais retourner en Russie pour un voyage important afin de remettre à jour ma base de données. Vous voyez, c'est pour pouvoir actualiser la réalité russe, non seulement pour moi, mais aussi pour vous. Franchement, ça ne vous plairait pas que je vienne vous parler d'une base de données 2024 alors que je travaille déjà sur celle de 2026? Donc, si vous pensez que tout ça a de la valeur, comprenez bien que je suis un journaliste indépendant. Je ne peux faire ce travail qu'avec votre soutien. Allez sur scottritter.com, c'est mon site. Vous y trouverez le lien vers Substack. Et Substack, d'ailleurs, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner gratuitement et avoir accès à tout. Mais si vous choisissez de vous abonner à Substack, c'est vous qui financez mon travail. But if you subscribe to the Substack, you're paying my salary. That means that you're paying the electric bill here, you're paying. Ça veut dire que c'est vous qui payez la facture d'électricité ici. C'est vous qui mettez un toit au-dessus de ma tête. C'est vous qui payez la nourriture de mon chien pour qu'il puisse aboyer en plein milieu d'un podcast. Ça, c'est la partie salaire. Les voyages, eux, sont financés par les dons. Il y a un bouton de don et les voyages n'ont lieu que si les gens donnent. Et là, c'est un voyage important parce que je paie tout. Je paie les billets d'avion, les hôtels, la nourriture, les déplacements sur place. Je paie les studios, les vidéastes, les ingénieurs du son, les producteurs, les monteurs. Je paye tout moi-même parce que quand 40 agents du FBI défoncent votre porte, entrent chez vous et vous accusent d'être un agent russe, vous ne pouvez pas leur donner la moindre occasion de dire « Ah, vous avez pris quelque chose des Russes ». Beaucoup de gens disent que je suis la marionnette de Poutine. C'est complètement faux. Tout est autofinancé ou financé uniquement par les dons que les gens font. Alors je vous demanderai simplement si vous pouvez soutenir ce projet, ce serait vraiment utile. Le voyage aura lieu, quoi qu'il arrive. Et plus je peux en faire, plus le voyage prend de l'ampleur. Et quand je dis en faire, souvenez-vous, si je veux interviewer des personnes importantes, j'ai besoin d'un studio, parce que je n'utilise pas les studios des autres. Donc je dois en louer un. C'est cher. Je dois engager des interprètes et toute une équipe technique. J'ai plusieurs personnes que je veux interviewer et des endroits où je veux aller. Certains de ces lieux nécessitent de la sécurité. Il faut payer pour ça, parce que si on me l'offre, les gens diront « Ah, tu reçois quelque chose ». Voilà ce que je demanderais. Et puis il y a autre chose. Cette guerre en Iran va finir, et j'irai en Iran. Je vous le dis, ça va arriver. Mais là encore, je dois faire attention. Aller en Iran, c'est délicat, à cause de la perception qu'on pourrait avoir, comme si j'étais un instrument du gouvernement iranien. Parce qu'une fois sur place, on est bien sûr à la merci du bon vouloir des autorités iraniennes. On ne va que là où elles veulent bien qu'on aille.
J'espère qu'ils vont aimer le plan que j'ai proposé et qu'ils me laisseront faire une partie ou la plupart de ce que je voulais faire. Mais je dois tout financer moi-même, sinon je passe juste pour un instrument du gouvernement iranien et je me retrouve avec 40 agents du FBI de plus chez moi. Donc, vos dons ne servent pas seulement à financer un voyage en Russie, ils ouvrent aussi la possibilité d'un voyage en Iran, peut-être dans un avenir proche. Encore une fois, cette guerre doit se terminer. Je ne peux pas aller là-bas tant que mon pays est en état de guerre. Mais une fois que ce conflit sera fini, il sera essentiel de montrer la réalité iranienne. Et comme vous le savez, l'Iran a profondément changé ces derniers mois. Tout ce que vous pensiez savoir sur ce pays, eh bien, ce n'est plus vrai aujourd'hui. C'est un nouveau pays. Oui, un nouveau pays, une nouvelle réalité qu'il faut saisir et comprendre. Alors, tout soutien que les gens peuvent apporter compte et surtout, soutenez vos journalistes indépendants. Soutenez Nima en mettant un j'aime ou peu importe le bouton, en faisant un don. C'est la seule façon que tout ça existe. Cette interview n'aurait pas eu lieu s'il n'était pas là pour la faire et il ne peut pas continuer sans votre aide. C'est pareil pour tous les autres journalistes indépendants. C'est un moment important. On vient de passer un peu plus d'1 heure, 1 heure et 11 minutes, à parler de sujets dont vous n'entendrez jamais parler dans les médias traditionnels. Eux, ils n'en parlent tout simplement pas. On vous ment dans les médias traditionnels. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais comprenez au moins que la discussion que Nima et moi avons, elle suscite du débat, du dialogue, de la réflexion. On apporte de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour que les gens puissent y réfléchir. Ouvrez vos horizons, élargissez vos perspectives. Tout ça, ça ne se fait pas gratuitement. Il n'y a pas de grandes entreprises derrière pour financer tout ça. C'est uniquement soutenu par vous, le public. Alors je veux aussi vous encourager à soutenir Nima et tous les autres acteurs indépendants, parce que plus que jamais, on en a besoin. C'est de l'information. Et l'information, c'est du pouvoir. Et si vous êtes prisonnier de l'information fournie par les médias d'entreprise, vous êtes en quelque sorte pris en otage. Je le mentionne simplement parce que beaucoup de personnes dans notre public demandent comment elles peuvent vous aider. Voici le site scottritter.com. Vous y verrez l'onglet pour les dons. Vous pouvez faire un don directement là-bas ou vous abonner à sa page Substack. C'est la meilleure façon de soutenir Scott Ritter. Oui, et vous nous aidez aussi en regardant et en soutenant Nima. Je veux dire, si je suis là aujourd'hui à parler, c'est parce que vous existez. Sinon, je parlerais dans le vide. Donc il faut aussi vous soutenir. Vous me soutenez en vous soutenant vous-même. Vous le soutenez lui en me soutenant moi. C'est ça la beauté de tout ça. On parle depuis un moment maintenant de cette famille de podcasts, parce qu'il y a un petit groupe très soudé de gens qui gravitent autour. Le juge Napolitano, Danny Haiphong, Garland Nixon et d'autres. Vous voyez, on contribue tous à notre manière. Danny Davis est là aussi. Soutenez ces personnes, soutenez-les, aidez-les à continuer, parce qu'on en a besoin. On ne devrait pas simplement disparaître en temps de conflit. Les gens doivent comprendre que quand des nations entrent en guerre, ça veut dire que tout le monde a échoué. Ça veut dire que l'humanité a échoué. Nous sommes à la hauteur seulement quand, grâce au dialogue, on arrive à éviter les guerres, à éviter les conflits. Et on ne peut éviter les conflits que si on parvient à convaincre suffisamment de gens que la guerre n'est pas nécessaire. Alors même si un conflit touche à sa fin, ça ne veut pas dire qu'on peut s'essuyer le front et se dire « ouf, on l'a échappé belle ». Non, il y a toujours un autre conflit à l'horizon qu'il faut empêcher par le dialogue. C'est pour ça que j'aime le nom de votre émission, Dialogue Works, parce que c'est vrai, le dialogue, ça marche. Le dialogue, c'est essentiel. Enfin bref, je crois que je me répète un peu là. Mais rien de tout ça ne serait possible sans le soutien du public. C'est ça, au fond, l'essentiel. Oui.
Yeah.